Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler Moto Grand Prix, pour faire le débrief du Grand Prix de Portimao en MotoGP. On va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé dans ce week-end du côté du Portugal. On va voir qui a performé, qui a eu un peu plus de mal sur cette course. On va parler également de mon avis au final sur les courses sprint. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Si vous pensez que ça peut les intéresser, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu pendant ce week-end. Quand vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, notamment des vidéos cyclisme, F1, MotoGP. Si vous avez les moyens, vous pouvez faire un Super 5, ça permet de soutenir la chaîne. Vous pouvez également aller voir EPS 2.0 sur Spotify, TikTok également, avec du contenu. Il y en a eu ce week-end, notamment du contenu sur les 10 effets, sur plein d'événements qu'on a vus ce week-end. On commence tout de suite avec cette vidéo du côté de Portimao. Eh bien, le résumé de ce week-end, c'est que le plus fort de l'année dernière est toujours le plus fort en 2023 et que l'équipe, la Moto Ducati, est toujours la référence en 2023. Il n'y a pas un constructeur pour le moment. Il y a des constructeurs qui se sont rapprochés, mais aucun n'a réussi à atteindre pour le moment le niveau de la Ducati. Et puis surtout un top 10 quasiment composé seulement de motos européennes. Là encore, à part Quartararo, sinon tous les autres ce sont des motos européennes. Les Japonais sont pour le moment en grande difficulté, vraiment on peut dire même à la ramasse. Le circuit de Portimao qui a encore été super, hein, comme toujours. C'est un circuit qui est toujours passionnant. Le circuit de Portimao, toujours aussi intéressant sur cette piste, parce qu'il y a des mouvements de terrain, parce qu'il y a des possibilités de dépassement. Voilà, parce qu'il y a un dernier secteur qui est pas évident et qui peut vraiment vous faire perdre beaucoup de temps. Donc c'est vraiment un circuit qui est très très intéressant, je trouve, très varié. Voilà, vous avez quand même des virages rapides, des virages lents, on va dire. Mais c'est un circuit qui est, je trouve, très intéressant et très intéressant en moto. Moins intéressant, je trouve, notamment en Formule 1. C'est vrai que quand le circuit avait été utilisé pour le Grand Prix de Formule 1, j'avais trouvé cette piste un peu moins intéressante que pour la MotoGP. Par contre, sur ce week-end, il y a eu beaucoup de casses, beaucoup trop de casses. 3 pilotes ne seront pas là pour la prochaine course. Ça, c'est quand même beaucoup trop. Et puis, il y a eu beaucoup trop de contacts, beaucoup trop de prises de risque de la part de certains pilotes. Des sanctions qui ont mis encore énormément de temps à arriver. La FIA et la FIM sont main dans la main. 5 heures pour donner des longues laps. Je pense qu'on aurait pu le faire un peu plus vite. De toute manière, en plus, il va falloir être beaucoup plus réactif parce que sur les courses sprint, si on attend 5 heures avant qu'il y ait la pénalité, ça va être très chiant pendant le reste de la saison. Et puis toujours trop de casses sur le week-end. Vraiment, où il y a eu trop de prises de risque, trop de contacts. Ça, c'est un vrai problème. Vraiment, le circuit de Portimao, c'est toujours un top, c'est toujours un endroit formidable pour la MotoGP. On va revenir sur la course sprint. Du côté de la course sprint, moi, je suis toujours pas pour. Je suis du même avis que Fabio Quartararo. Je trouve que ça... Alors déjà... tout le monde était hypé sur ce premier week-end. Oui, mais on l'était également lors du premier week-end de F1 où le format était utilisé. Il y avait eu le même attrait, parce qu'il y a toujours l'attrait de la nouveauté. Ça, c'est pas... Ça existe, c'est vieux comme le monde, je dirais, l'attrait de la nouveauté. Donc forcément, tout le monde était déchaîné. Au bout de 4-5 Grands Prix sur ce format-là, je pense que tout le monde va peut-être un petit peu rentrer dans le rang. Le vendredi est dynamisé, ça c'est sûr. C'est-à-dire que le vendredi est beaucoup plus intéressant. C'est vrai qu'on a maintenant un enjeu au vendredi, ce qu'on n'avait pas auparavant. Ça, je suis d'accord, il y a un enjeu au vendredi, c'est intéressant. Même s'il y a quand même un bémol, c'est que pour les nouveaux pilotes, faut être dans le coup tout de suite. Or, en moto, on n'a pas vraiment de simulateur. Donc, c'est vraiment pas facile pour les nouveaux pilotes dans ce genre de situation parce qu'il faut tout de suite être dans le coup. Et forcément, ça favorise un peu Ducati aussi parce que Ducati a peut tester beaucoup plus de choses sur beaucoup plus de motos différentes que ce que peut faire Yamaha, que ce que peuvent faire d'autres équipes. Donc ça, c'est déjà peut-être déjà un inconvénient peut-être à ce vendredi. Le samedi, la séance de qualification, moi je suis désolé, mais il faut la mettre à un autre horaire que midi. Parce qu'à midi, on mange en France, par exemple, et dans beaucoup de pays européens, on bouffe à midi quand même. C'est pas le bon horaire. Soit il faut les mettre plus tôt,
Moi, je suis plutôt pas 11h et peut-être un horaire plus intéressant, 10h30, 11h. Ce qui pourrait permettre de laisser un peu plus de temps même aux pilotes pour tenter des choses. Peut-être inverser également qualif et free practice pour que la free practice devienne vraiment remplace vraiment ce qui était le L4. Parce qu'on a vu que de toute manière beaucoup de pilotes travaillaient le rythme de course plus que le rythme de qualif dans cette séance-là samedi matin. Mais peut-être les mettre plus tôt parce que midi c'est vraiment. Enfin moi par exemple les qualifs, il y en a une partie que j'ai pas vue parce que j'étais en train de manger en fait et de préparer à manger tout simplement pendant le moment de la qualif. Donc ça c'est je trouve pas une bonne chose. La qualif ça doit être un moment important du week-end. Pourquoi pas mettre la qualif le vendredi hein, si c'est pour faire comme ça et avoir un samedi où on a une séance plus longue. Diminuer peut-être la séance de FP2 ou diminuer. Enfin, trouver une solution pour cette qualif parce que je trouve que là, c'est la qualif à midi, je suis pas pour. La course sprint, je trouve qu'on rajoute, on prend pas en compte les difficultés des pilotes en MotoGP et on prend pas en compte la sécurité des pilotes. Pour plusieurs aspects, déjà parce que on a des week-ends maintenant où on roule énormément. Je pense qu'on a fait un peu plus de kilomètres là que d'habitude en MotoGP. Donc ce qui fait qu'au niveau physique, ça va pas être facile. Surtout la course sprint, tout le monde se donne à fond. C'est-à-dire qu'on met encore plus d'énergie. Donc les problèmes de syndrome d'éloge vont peut-être être renforcés avec les freinages tardifs en plus. Et vraiment, les pilotes s'engagent énormément sur cette course-là physiquement. C'est comme c'est un sprint, ils donnent à 100%. Et donc physiquement, c'est pas facile. Et puis, moi, j'avais dit, je l'avais dit l'année dernière, hein, vraiment, quand ils ont annoncé ça, du côté de la Dorma, j'avais dit, parmi tous les constructeurs, il va falloir un pilote remplaçant sur place. Vraiment qui puisse rouler tout de suite. Ben, on l'a vu. Il y a eu beaucoup de casses. Bastianini, par exemple, pour Ducati, c'est une perte de points pour le classement par équipe. Et c'est une perte de points peut-être le week-end prochain encore. Marquez, c'est un peu pareil. Et ces pilotes-là ont pris plus de risques, surtout Marquez, parce qu'au final, ta course sprint, tu peux prendre des risques, parce que ça n'a pas de conséquences sur ton positionnement sur la grille lors de la course du lendemain. C'est la différence notable avec la Formule 1. En Formule 1, la course sprint est parfois un petit peu tristoune parce que tu sais que si tu te rates, si tu prends trop de risques et tu pars au contact, tu pars dernier sur la grille de départ de la course du lendemain. Sauf que c'est pas le cas en MotoGP vu que la grille de départ est déterminée par la qualification. Donc autant te dire que c'est la fête du slip. On peut prendre énormément de risques par rapport au Grand Prix de Formule 1. Bah oui, parce qu'on sait que ça n'aura pas de conséquences sur vraiment la suite de ton week-end. C'est comme un bonus, en fait. Et moi, je trouve que c'est une erreur. Je pense que les pilotes qui abandonnent devraient partir sur les dernières places de la grille de départ pour la course du lendemain. Que ton temps de qualif te serve pour les deux grilles de départ, ok, pourquoi pas, mais en cas d'abandon, il faudrait qu'il y ait quand même des conséquences sur la suite de ton week-end. Et là, aujourd'hui, un abandon n'a pas de conséquences sur la suite de ton week-end. Et ce qui fait qu'il y a eu énormément de prises de risques à cause de ça. En plus, la MotoGP n'a pas tendance à mettre des grosses sanctions, hein. Par exemple, on voit Marquez, c'est un long lap. En Formule 1, il aurait un départ depuis la voie des stands, hein. Donc il y a peu de prises de décision rapides au niveau des sanctions en plus. Donc je trouve que c'est pas top. Ça a peut-être en plus enlevé un peu d'intérêt au dimanche. Et puis enlever les warm-up pour les pilotes Moto 3 et Moto 2, je trouve que c'est une mauvaise idée parce que ça leur enlève du temps de roulage. Et ce qui fait qu'ils ont pas. En fait, dès le samedi, après les qualifs, tout de suite c'est la course pour eux. Il n'y a pas de temps de roulage. Et moi je trouve que c'est une mauvaise chose pour ces pilotes-là et c'est du temps d'apprentissage en moins pour ces jeunes pilotes. Et en plus, remplacer ça par une parade des pilotes qui, je trouve, déjà en Formule 1 est ridicule. En moto, c'est pareil. Je trouve que ça n'apporte rien. Que ça soit pour le public présent sur place, mais également pour les téléspectateurs, ça n'apporte rien. Ça ne sert à rien. Pour les pilotes, c'est du temps qu'ils perdent à pas faire grand-chose. Je préférais presque qu'il y ait une séance de dédicace à la place. Mais ça, tu vois, qu'ils fassent une séance de dédicace dans les stands aurait peut-être été plus intéressant que ça. Ça, c'est vraiment pas intéressant. En plus, ça arrive juste après le warm-up. C'est-à-dire qu'il y a des pilotes qui avaient besoin de débriefer leur warm-up, qui peuvent pas débriefer tout de suite. Or, on sait que le débrief, c'est important de le faire très vite. Ouais, la parade des pilotes, c'est la pire idée du siècle. Et après, pour la course longue, je trouve que oui, ça enlève un peu d'intérêt à cette course de dimanche.
Voilà. Même si du côté de la course sprint, je trouve que la séance avec les médailles, le fait que ça soit une médaille et pas un trophée, je trouve que ça c'est bien. Le fait que ça soit à côté des spectateurs, c'est aussi, je trouve que c'est une bonne idée au niveau du podium. Voilà, ça c'est une bonne chose. Note du Grand Prix, moi j'ai mis 15 sur 20. Belle bagarre pour la 5e place ce dimanche. Vraiment, il y a eu vraiment une grosse belle bagarre entre Zarco, Alex Marquez, il y avait Espargaro, il y avait même Fabio dans ce groupe-là. Donc ça, c'était très très intéressant, je trouve, au niveau du spectacle. Par contre, ouais, trop de prise de risque sur la course sprint. Et moi, j'ai trouvé que oui, ça ressemblait un petit peu au jeu du cirque sur la course sprint, même un petit peu sur la course du dimanche aussi. Voilà, il y a des pilotes, ça serait bien de rappeler qu'ils doivent piloter avec un cerveau branché et certains ont oublié cela. On passe tout de suite, parce que là, je crois que j'ai bien fait le résumé, on va dire le premier débrief de ce week-end, avec le bilan des Bleus. Du côté du bilan des Bleus, je commence avec Fabio Quartararo. Week-end à oublier pour Fabio. Week-end à oublier parce qu'il n'y a pas grand-chose qui a marché. À partir du moment où de toute manière il partait loin en qualification, il savait que son week-end était mal embarqué. Il se rate en qualif, alors que le rythme le vendredi avait l'air d'être plutôt pas mauvais. Mais par rapport à certains adversaires qui ont réussi à hausser le rythme le samedi matin, lui n'a pas réussi à le faire. Que ça soit en FP3 ou en qualif, il est un petit peu en retrait. La course sprint et la course du dimanche, alors oui, cette Yamaha n'est pas performante. Oui, le fait d'avoir un équipier qui soit à 20 secondes en course, à plus de 20 secondes, et qui soit à 3-4 dixièmes, voire plus à chaque fois de tes chronos, c'est un problème. C'est un problème pour Verstappen quand il avait comme équipier Gasly ou Albon, c'est également un problème pour Fabio Quartararo, ça on est d'accord là-dessus. Par contre, le fait de rater 2 fois son départ sur la grille, ça c'est pas du fait de Morbidelli. Alors je veux bien que Morbidelli, voilà, tu t'attaques Morbidelli parce que tu trouves qu'il va pas assez vite. Alors déjà au niveau relationnel d'équipe, ça va être moyen quand même, il va falloir voir pour les grands prix à venir, mais bon, je suis pas sûr que Morbidelli il apprécie. C'est pas le mieux pour garder une cohésion d'équipe. Et puis surtout, les départs ratés, ça c'est pas de la faute de Morbidelli. Sur les 2 courses, il perd 5 places lors des 3-4 premiers tours. Donc forcément, tu peux pas t'imposer. Tu as déjà une moto qui est moins performante que tes adversaires, qui a l'impossibilité de dépasser en ligne droite. Donc il faut déjà que tu dépasses dans les virages. Si en plus tu perds 5-6 places sur tous les départs, ça peut pas le faire. Donc il va falloir vraiment travailler cette phase de départ parce que ça fait depuis quelques temps quand même que Fabio n'a pas pris un super départ. Et du côté de Fabio, bah oui, du côté de Yamaha, va falloir trouver des solutions, mais c'est pas en tapant un petit peu dans tous les sens après le premier Grand Prix. Je pense qu'on arrive à quelque chose. Je pense que soit il fallait taper avant, et il fallait demander que des gens démissionnent ou que des gens arrivent. Soit, là, dès la première course, taper de cette manière, je suis pas sûr que ce soit la bonne solution. En plus, il est pas bête non plus, il sait que ça va être repris par la presse internationale, ce genre de propos de Fabio Quartararo, Morbidelli va le savoir qu'il a dit ce genre de choses. Donc je trouve que c'est pas la meilleure solution pour Fabio, mais tu sens qu'il est déjà énervé, déjà frustré, et je pense que cette frustration date de l'année dernière, où déjà la deuxième partie de saison est compliquée. Mais là, oui, pour l'instant, ils sont loin. Ils n'ont pas du niveau de performance. Pour le moment, en plus, je suis pas sûr que les évolutions arrivent très vite. Tu sens qu'ils sont un peu perdus parce que, par exemple, là, l'aileron, la portion arrière de la moto, les mini ailerons qu'on pose maintenant sur le dessus du carénage à l'arrière de la moto, derrière la selle. C'est pas du tout les choses qui avaient été testées du côté de Portimao. À Portimao, c'était un aileron qui ressemblait un peu à ce que faisait KTM. Et là, ils ont choisi de copier Ducati. Ok, mais tu vois, pourquoi ce revirement de dernière minute? Il y a plein de choses, je pense, chez Yamaha qui vont pas. Mais de toute manière, c'est sûr que les constructeurs japonais, que ce soit Yamaha et Honda, ont du mal pour le moment à trouver de la performance et ça risque
d'être difficile en ce début de saison. Et c'est vrai qu'en plus, pas de chance pour lui, Naya marque le maximum de points. Donc c'est vraiment pas l'idéal. Johan Zarco, très bon dimanche. Samedi un peu plus compliqué. Il manque encore un peu de compréhension sur sa machine. Voilà, je pense tout simplement. Il y a quelques petits éléments qu'il n'a pas encore complètement saisi sur comment la faire marcher. Mais c'était un peu ce qu'on avait vu à Portimao. C'est-à-dire qu'il n'avait pas encore trouvé les limites de sa machine. Il les a trouvées très tardivement. Ce qui fait que pour travailler vraiment sur les réglages au niveau de la performance, forcément, les chutes, soit ça fait prendre un petit peu de retard à Pramac. Après, ça reste un excellent pilote et en course, le dernier tour, enfin les 2 derniers tours, parce que c'est pas que le dernier tour, c'est les 2 derniers tours qu'il réalise, Marquez devrait prendre des notes pour savoir comment dépasser. Parce que Zarco, il a fait des super dépassements et peut-être le dernier où il y a une un peu plus grande prise de risque, mais les autres, c'est juste du placement et de l'intelligence de la part de Zarco. Donc non, ça a une très bonne fin de Grand Prix, une belle 4e place sur la course longue, sur le Grand Prix, et puis sur la course sprint, oui, le samedi a été un peu plus compliqué, lui aussi en termes de performance, parce que moi je m'étais dit, un vendredi, il est vraiment bien, tu sais, quand j'avais regardé... j'ai regardé la P1, j'ai pas regardé la P2. J'avais vu que il avait fait plutôt des bons temps. J'avais vu un petit peu les chronos. Je trouvais que c'était pas mal, c'était mieux qu'à Portimao. Et puis c'est vrai que samedi matin, il était un peu plus en difficulté dans la free practice. Pareil en qualif, il prend pas une super place sur la grille, alors qu'il était qualifié directement en Q2. Il a été un peu plus en difficulté. On termine avec Gaz. Tu perds quasiment dès le départ Paul Espargaro sur cette fameuse session du vendredi soir, dans des conditions en plus qui étaient en termes de température qui étaient très fraîches, donc avec un pneu qui avait du mal à prendre en température. C'est pas rassurant pour Paul Espargaro parce qu'il enchaîne un petit peu les chutes quand même ces derniers temps, et il a du mal à être rapide. Et puis ensuite, t'as un pilote qui est jeune encore avec toi, donc c'est pas forcément évident avec Augusto Fernandez. Qui finit quand même devant Raúl Fernandez et Di Giannantonio, mais t'as un pilote jeune, donc forcément il va falloir un petit peu de temps avant qu'il se forme. Bon, malgré tout, il a marqué des points, ça c'est important également, mais c'est vrai que pour Augusto Fernandez, il va y avoir forcément un temps d'adaptation. Ça aurait été plus facile s'il avait avec lui Paul Espargaro pour un peu le conseiller, pour un peu le driver quand même, même si Gaz Tech 3 c'est quand même une équipe qui sait faire, mais c'est vrai que c'est un petit peu il y a du travail à faire encore pour Augusto Fernandez et Paul Espargaro, quand même très grosse chute. Il va pas revenir tout de suite avec une confiance qui est vraiment pas bonne pour le moment, et c'est déjà chez Honda, il avait pas beaucoup de confiance, là il a encore pas de confiance. On aimerait retrouver le Paul Espargaro de la dernière année chez KTM, qui était face à Brad Binder et qui faisait des bonnes choses. Là c'est vrai que pour le moment ça fait depuis quelques temps que c'est un petit peu compliqué pour Paul Espargaro. Donc on va voir ce que ça va donner sur lors de son rétablissement. On espère qu'il va se rétablir très vite, mais il y a quand même une très très grosse chute. On passe tout de suite au coureur au top. Du côté des coureurs au top, je commence avec Francesco Pecco Bagnaia. Comment vous dire que ce week-end de Pecco, c'est du 100%, 2 victoires en 2 courses. Il n'y a pas grand-chose en défaut pour Bagnaia. Il est à l'aise sur la moto. On a l'impression qu'il ne prend pas de risque sur la moto. Ils sont déjà au point, alors que l'année dernière, ils avaient eu des premières courses compliquées. Si j'étais la concurrent, je serais inquiet. Je serais inquiet parce que Bagnaia, il est déjà là. Et il est déjà performant. Et il est déjà rapide. Et en plus, il ne fait pas d'erreur. Parce qu'on l'a vu parfois être rapide, Bagnaia, mais commettre des fautes. Là, aucune faute pendant le Grand Prix. Et puis on sentait qu'il avait une petite marge de sécurité sur Viñales, notamment dimanche, où Viñales, un moment, remonte à 7 dixièmes, 6 dixièmes, et puis il réaccélère un peu, et tout de suite l'écart remonte à 8, 9 dixièmes. Il n'a jamais été vraiment inquiété par Viñales. Le dimanche, il n'a vraiment pas été inquiété, c'était presque un cavalier seul, pardon.
Je viens de fracasser le micro. Le samedi, bon, il y avait un peu plus de bagarre avec Jorge Martin, qui attaquait quand même très très fort, Jorge Martin. Mais ouais, du côté de Bagnaia, pour le moment, il est au-dessus. Et puis tu sens que la Ducati, elle a une petite marge de... Enfin, voilà, cette Ducati 2023, elle est rapide, elle a une petite marge de sécurité. Sur ses adversaires pour le moment, donc ce qui lui permet d'aller très très vite et d'être très très performant. Donc c'est bien pour le moment ce que font les deux pilotes Ducati, ce que fait Bagnaia, parce que plutôt Bastianini, lui, il a eu plus de mal. Eu l'impression que du côté de Bastianini, il est jamais vraiment rentré dans son week-end jusqu'à sa chute. Qui lui a coûté un omoplate, mais que même avant sa chute, il n'était pas vraiment dedans. Il était il était pas vraiment 100% concentré, on avait l'impression. Il était un peu ailleurs, il était un peu... Voilà, je pense que le fait d'être un premier Grand Prix pour un Italien chez Ducati, c'est quand même quelque chose. C'est un peu devenu une institution quand même maintenant, Ducati en MotoGP. Et peut-être qu'il s'est mis un peu trop la pression, mais il n'était pas dans son assiette. Voilà. Bastianini, sur ce premier week-end, quand on voyait les images dans les stands, ça marchait pas comme il le souhaitait et il savait pas trop quoi faire. Voilà, c'était un peu compliqué pour le pilote italien. On continue avec Viñales. Le week-end de Viñales, il est très intéressant parce que l'année dernière, il a fait ça quelques fois, mais pas forcément de manière régulière. Et là, il a l'air d'avoir trouvé déjà le mode d'emploi, mais celle, il avait commencé à le comprendre, le mode d'emploi de l'Aprilia en fin d'année dernière, et surtout la RSGP 23 a l'air de beaucoup mieux lui convenir à Maverick Viñales. Elle a l'air même de mieux convenir à Viñales qu'à Espargaro pour le moment. Et le dimanche, il avait un super chrono, et Viñales, quand il a un peu d'espace devant lui, quand il n'est pas en peloton, il arrive tout de suite à faire des bonnes courses. Son problème parfois à Viñales, c'est qu'il a du mal dans les courses en peloton. Voilà, ça a toujours été un peu son problème. Parfois en peloton, il a du mal à jouer des coudes. Alors que là, il arrive tout de suite à s'en sortir, à faire vraiment des très bons chronos. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Il a vraiment fait une belle course. Donc plutôt satisfait de ce qu'a fait le pilote espagnol. Et puis on sent qu'il est détendu. On sent qu'il prend cette saison avec une belle attitude, avec une bonne attitude. L'année dernière, il était un petit peu encore en découverte de Aprilia, du monde Aprilia. Là, on sent qu'il est bien à l'aise, que maintenant, ça fait 1 an et demi qu'il est chez Aprilia, qu'il est à l'aise, qu'il arrive à bien performer avec cette moto, et que tout se passe correctement pour le moment pour Maverick Viñales. Donc ça, c'est très, très, très intéressant. Et puis, en qualif, il est vraiment rapide. Il est quand même devant son équipier. Pareil, lors de la course sprint, pareil lors de la course longue. Donc vraiment un bon week-end, et il marque des gros points pour Aprilia aussi au championnat constructeur, et ça c'est important forcément pour son équipe. Et puis je termine avec on peut noter également le bon week-end de Miguel Oliveira. Bon, jusqu'à ce qu'il croise la route de Marc Marquez, mais c'est vrai que Miguel Oliveira était aussi très rapide. Alors surtout à partir du samedi matin, où dès le free practice, il était vraiment bien. Il était vraiment dans une bonne disposition. La moto marchait bien. Tu sentais qu'il était performant. Ensuite, il passe par la Q1, mais il fait le deuxième chrono derrière Marquez, mais Marquez était intouchable en qualif. Derrière, en qualif aussi, il est dans un chrono Miguel Oliveira qui est pas très loin il est même devant, c'est même la première Aprilia, pardon. En chrono, en course sprint, il est dans le paquet avec Viñales et Espargaro. Et puis il était aussi bien parti, il était même un moment en tête lors du Grand Prix avant de rencontrer la route de Marc Marquez. Je voulais mettre en dernier pilote au top Jack Miller, le pilote KTM. Bon week-end de Jack Miller. On ne pensait pas qu'il serait aussi à l'aise tout de suite sur la KTM. On sait que la KTM n'est pas une moto facile,
Demandez à Johan Zarco, mais il y a d'autres pilotes qui ont eu du mal à s'adapter à cette KTM, notamment surtout ce que disait Miguel Oliveira. Il disait la KTM, c'est pas la moto la plus précise. Voilà, c'est une moto qui a du mal à gérer parfois la puissance. Mais là, on sent que chez KTM, ils ne se sont pas plantés comme l'année dernière. L'année dernière, KTM, ils ont fait un mauvais choix de châssis. C'est-à-dire qu'ils avaient testé plusieurs châssis, comme ils le font assez souvent en essai de pré-saison, et puis ils n'ont pas choisi le bon châssis pour le premier Grand Prix. Ils se sont fait avoir par rapport à leurs essais de pré-saison, ce qui fait qu'ils ont eu un châssis qui était assez difficile. Sur certaines courses, ils arrivaient à être très vite, mais que sur certains types de terrain, notamment la pluie. Je ne sais plus qui disait c'était une moto qui était bonne que sous la pluie. Brad Binder, et ils n'arrivaient pas à faire fonctionner correctement le châssis. Ils étaient tout le temps en difficulté avec le châssis. Et là, cette année, tu sens que déjà Binder fait également un bon chrono. Donc tu sens que les deux pilotes officiels Ducati, ils arrivent beaucoup mieux à s'en sortir. Ils arrivent vraiment pour le moment à trouver des solutions. Et avec en plus un Jack Miller qui est dans les temps de Brad Binder. Et même en course, Jack Miller et Brad Binder, ils étaient vraiment ensemble pendant tout le Grand Prix du dimanche. Mais Jack Miller a fait vraiment un bon week-end, notamment avec la course sprint, des bonnes qualifs également pour Jack Miller. Donc c'est vraiment un week-end plein pour Jack Miller. Ça lui permet même d'être 5e du championnat du monde des pilotes à égalité avec Johan Zarco. Donc ça montre qu'il a été rapide et performant sur ce week-end de course. Voilà, qu'il a réussi vraiment à trouver les bonnes solutions pour être performant sur ce week-end. On passe tout de suite au bonnet d'âne. Premier bonnet d'âne du jour, Marc Marquez. C'est là où tu vois les problèmes de Marc Marquez depuis son retour, c'est là où tu vois les problèmes de Honda, et j'ai envie de dire que c'est un peu aussi dû, ces problèmes de Honda, à ce que demandait à un moment Marc Marquez au niveau machine. Moi je me rappelle encore une fois d'une interview de Carl Crutchlow en 2018, qui dit « La Honda aujourd'hui, elle commence à devenir vraiment très difficile à conduire, voire quasiment impilotable à certains moments. » Il parlait notamment des sorties de virage où c'était compliqué. Chez Honda, on n'avait pas écouté Crutchlow. On avait dit on continue de suivre Marquez, et Marquez n'avait pas tapé du poing sur la table après ce qu'avait dit Crutchlow en disant oui, il a raison ou non. Sauf que tu t'aperçois que 3 ans, 4 ans plus tard, enfin 5 ans même plus tard, c'était 2018, Crutchlow en fait il avait raison. Il fallait rendre cette moto plus facile à piloter. Ce qu'ils n'ont pas réussi à faire chez Honda, et maintenant ils ont une moto qui est brutale, mais qui est même pas hyper rapide en ligne droite, qui est même pas hyper puissante, qui est juste brutale. Brutale à un tel point que samedi matin en FP3, free practice pour les intimes, Marquez ne trouve vraiment pas la solution. C'est-à-dire que, notamment, il fait un passage dans le dernier virage où le pneu arrière, il est... Et sans aller très très vite, il glisse complètement. Et dans plein de virages, il faisait des virgules. Il faisait des virgules dans tous les sens. L'arrière n'accrochait pas. Bon, l'arrière glissait partout. Il avait la moto qui était en travers dans tous les virages. Alors, en qualif, ça a tenu, parce qu'en qualif sur un tour, il est capable de faire un time attack avec une moto, avec la pire moto du monde, Marquez. Voilà. Sur un tour, ça tenait. Mais moi, je me disais bien que pour le Grand Prix, ça serait compliqué dimanche, vu comment la moto marchait, à part s'il trouvait une solution miraculeuse au niveau des pneus. Et puis dès la course sprint, tu sens que plus on avance dans le Grand Prix, moins il a de grip. Et plus il est obligé de surpiloter, plus il prend de risques. Et plus il prend de risques, plus il fait prendre de risques à d'autres pilotes. Et ça compte déjà un crash. Et le dimanche, le crash avec Oliveira. Mais quand tu vois, il fait 3 tours de course, je crois, ou 4 tours de course, Marquez. Dès le premier tour, dès le départ, il prend des risques. Parce que pendant un court moment, il se retrouve, pendant un virage, il se retrouve en tête de la course. Mais pour être déjà en tête de la course, il prend un énorme risque au virage 3. C'est-à-dire, tu as la fourche qui part dans tous les sens, avec le pneu qui décroche, qui raccroche, par miracle, parce qu'il peut déjà faire strike dès le premier tour. Ensuite, il a un contact avec, je crois, Jorge Martin, où les deux sont à 2 doigts enfin, il y a un petit contact et ça a 2 doigts d'aller plus loin. Parce qu'au redémarrage, il est en difficulté, et ensuite, le crash avec Oliveira. Mais en fait, aujourd'hui, le problème, c'est que Marquez, pour aller vite, il est obligé de surpiloter.
Et déjà, quand il pilotait avant Marquez, parfois il prenait des gros risques, mais alors en surpilotant, forcément, ça commence à devenir un pilote dangereux. Il y a aussi le système MotoGP qui fait qu'on ne sanctionne pas énormément les pilotes. Parce que là, encore une fois, un long lap, en plus, il ne le fera pas parce que il sera absent de la prochaine course vu qu'il s'est fracturé la main. Donc voilà, c'est comme s'il n'y avait pas de pénalité pour Marc Marquez. Alors que je me souviens d'un certain Johann Zarco en Autriche pendant la Covid. Peut-être que certains ont oublié. Et à ce moment-là, je me souviens que lui, il part des stands pour la course d'après. Et que tout le monde le vilipende ce jour-là. Alors là, tout le monde a vilipendé Marquez, sauf que c'est pas la première fois quand même qu'il fait ça, Marc Marquez, hein, qui prend des risques, surtout l'année dernière. Depuis l'année dernière, il prend beaucoup de risques pour essayer d'aller vite avec cette Honda. Et surtout, je trouve que la pénalité, n'est pas assez forte. Certains pilotes l'ont dit, hein. Certains pilotes ont dit, ouais, il aurait fallu qu'il y ait une course de suspension. Alors je sais pas si c'est une course de suspension, peut-être une course de suspension avec sursis, mais au moins partir depuis la voie des stands sur la première course auquel il peut participer. Et non, on fait long lap. Alors que le long lap, normalement en plus, je rappelle que le long lap, quand ça a été inventé par les organisations, c'était juste pour les dépassements de limite de piste. C'était pas pour d'autres choses. On utilise un petit peu le long lap maintenant à tout va. En oubliant qu'au départ, le long lap, ça devait être seulement sur les dépassements de limite de piste, pas pour d'autres pénalités. Et là, je trouve que Marquez, le long lap, c'est pas suffisant. La pénalité aurait dû être plus forte sur cette action. Même son équipier, il se prend 5 places sur la grille de départ. Il admire. Donc là, tu vois qu'il y a un manque de cohérence totale en plus au niveau des pénalités du côté de la fédé de moto, parce que du côté des commissaires, parce que normalement la pénalité, il devrait y avoir de la cohérence, quoi, pour le même type d'action, le même type de pénalité. Sauf que non. Donc on met un long lap alors que c'est pas grand chose au final un long lap. Morbidelli. Alors oui, j'ai tapé un petit peu sur Fabio Quartararo. Faudrait quand même pas oublier quand même Franco Morbidelli. Finir à 5 secondes d'un Augusto Fernandez qui pilote une gaz-gaz, c'est quand même compliqué à concevoir pour un pilote comme Morbidelli. Moi, encore une fois, je ne comprends pas pourquoi on a renouvelé Morbidelli. Là, à un moment, il va falloir se poser quand même des grandes questions chez Yamaha. Pourquoi on l'a confirmé deuxième pilote ? Alors que ça fait pas depuis cette année qu'il est mauvais. Ça fait depuis quelques temps quand même qu'il est mauvais. Depuis sa blessure au genou. Depuis sa blessure au genou, il n'a pas retrouvé le niveau. Ça fait plus d'un an et demi, sa blessure au genou. Donc là, je pense qu'on peut dire que si c'est pas guéri, il faut arrêter la moto. Et si c'est guéri, c'est inquiétant alors pour Morbidelli. Je comprends pas. C'est un pilote qui était tellement prometteur quand ils étaient équipiers avec Fabio Quartararo chez RNF. Enfin, bon, Fabio fait une énorme saison, mais Morbidelli, c'est pas catastrophique ce qu'il fait non plus. C'était très prometteur ce qu'il faisait Morbidelli. Pour que derrière, 3 ans, 4 ans plus tard, ça soit le vide, quoi. Vraiment le vide, ce qu'il propose Morbidelli. Il n'y a rien. Il n'est pas dans le coup en qualif. Il n'est pas dans le coup dans aucune des deux courses. Il faut se poser les bonnes questions. Hein. 5 secondes, quand même, du pilote devant lui. C'est un gouffre, hein, en MotoGP. Donc, s'il est plus capable de rouler vite, faut trouver un remplaçant très vite. Mais c'est dommage parce que sur le marché, il y avait 2 pilotes Suzuki quand même. Moi, je m'attendais à ce que chez Yamaha, on prenne soit Mir, soit Alex Rins, qui était disponible. Et non, on a conservé Morbidelli. Il y avait Miguel Oliveira même qui était aussi disponible sur le marché. Et non, on a continué avec Morbidelli. Chez Yamaha, de temps en temps, ça serait bien également de s'acheter un cerveau. Et puis je termine avec un flop. Un dernier flop, c'est Martin. Alors oui, Martin, il fait deuxième de la course sprint. Certains vont dire « t'es sévère avec Martin ». Oui, mais on s'aperçoit qu'en course sprint, déjà, il perd un petit peu de temps en fin de course et qu'il attaque vraiment à outrance. Et en fait, on a toujours le même problème avec Martin, c'est-à-dire que oui, en qualif, il est rapide. Sur 10 tours, il est rapide. Voilà, c'était 12 tours, mais là, sur une dizaine de tours, il est rapide. Par contre, sur la durée d'un Grand Prix complet, ça ne le fait pas. Parce qu'avant sa chute, Jorge Martin,
il s'est fracassé dans le classement. Hein. Je rappelle qu'à un moment, il est quasiment en tête du Grand Prix. Il est même en tête du Grand Prix après qu'il dépasse Marquez. Pour que 20 tours plus tard, je ne sais même pas si c'était 20 tours plus tard, il se retrouve 15e. Avec pourtant pas mal d'abandon. C'est là où il y a un souci du côté de Jorge Martin. C'est bien d'attaquer, mais il y a un moment, il faut savoir aussi gérer ses pneus. Tu ne peux pas attaquer pendant toute la durée d'un Grand Prix. Au bout d'un moment, il faut savoir gérer ses pneus. Bagnaia sait gérer ses pneus. Vignales sait le faire. Johann Zarco l'a très bien géré. Martin, non. Et ce qui fait que c'est pour ça qu'aujourd'hui, Martin, il n'est pas considéré comme un pilote qu'on pourrait intégrer à un top team. Parce qu'aujourd'hui, Jorge Martin, il fait trop de fautes. Il fait trop de fautes sur trop de courses. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, Jorge Martin n'est pas considéré comme un pilote qui est en capacité de faire quelque chose en Grand Prix, de faire, voilà, d'aller chercher une place de titulaire dans un gros team, parce qu'il fait trop d'erreurs. Il faut vraiment qu'il arrive à travailler ça, qu'il arrive à arrêter de faire des grosses erreurs, parce qu'un jour, vraiment, ça va lui coûter très cher, oui, dans sa carrière. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a eu des dizaines et des dizaines de pilotes talentueux. Hein. Sauf qu'il y a des pilotes talentueux, moi je pense à Stefan Bradl. Oui, il a fait 1 an talentueux, et puis après, derrière, il n'y avait pas les résultats qui suivaient, et il s'est fait virer, et maintenant, il est pilote d'essai. Donc ça va très vite quand même en sport mécanique, de passer de jeune prometteur à pilote ringard et qui est inutile dans le paddock. J'espère que ça n'arrivera pas à Jorge Martin. On passe aux différents classements. Premier classement, c'est le classement pilote. Vous le voyez, Bagnaia en tête. Le petit chiffre en indice, c'est le résultat de la course sprint. Donc devant Vignales, avec déjà 12 points d'avance sur Vignales, Bezzecchi 3e, Johann Zarco 4, Miller 5 à égalité. On retrouve ensuite Marquez, Alex Espargaro, Brad Binder, Jorge Martin et Fabio Quartararo. Marc Marquez 11e, Nakagami 14, Miguel Oliveira 16. C'est dommage qu'il se soit fait rentrer dedans. Et parmi les pilotes qui n'ont pas marqué de points sur ces 2 courses, vous avez notamment Raúl Fernandez, Di Gianantonio et Luca Marini. Mauvais premier week-end pour Marini, pour un pilote qui semblait plutôt à l'aise sur sa machine. On continue avec le classement constructeur. Pour le moment, c'est Ducati qui est en tête, notamment avec 37 points, 25 points pour Aprilia, 16 pour KTM, 13 pour Honda, 8 seulement pour Yamaha qui est dernier. Du côté du classement par équipe, pour le moment, c'est Ducati qui est en tête, mais avec seulement 1 point d'avance sur Aprilia. KTM est 3e. On retrouve ensuite Pramac, VR46, Gresini, Repsol et GazGaz est 10e de ce classement avec 3 points égalité avec RNF. C'est dommage, là encore une fois, la rencontre fortuite entre Oliveira et Marc Marquez. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Nous, on se retrouve pour faire la présentation du Grand Prix d'Argentine qui a lieu le week-end prochain. Donc, je pense mercredi ou jeudi pour la présentation de ce Grand Prix. Et puis, on fera le débrief du Grand Prix moto mardi, certainement, lundi ou mardi, vu qu'il y aura également la Formule 1 du côté de l'Australie. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis, nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Meilleure Production. Ciao, ciao!